Bien, mesdames, messieurs, bonjour, merci pour votre présence. Je vais donc poursuivre ce cours sur les controverses à l'ère de l'Anthropocène que j'avais introduit la fois dernière sur les questions du rapport un peu contrarié de l'homme à la nature, dans la mesure où juridiquement on s'interrogeait sur qu'est-ce que c'est que la nature en fait. Ici, dans le cas de cette série de 5 cours qui vont appréhender une relation particulière que l'homme entretient à la nature, c'est avec la relation avec l'animal. Relation avec l'animal qui, on va le voir, est quand même assez contrariée, puisque vous l'avez compris dans mon précédent cours, les relations de l'homme avec l'environnement étaient quand même assez délétères le plus souvent, dans la mesure où il s'imposait pour occuper toute sa place. Et on va voir que la relation de l'homme à l'animal s'inscrit dans une pente un peu descendante. Dans un premier temps, on va protéger des espèces, mais si on les protège, c'est qu'il y a besoin de le faire parce que justement, elles sont contrariées par la présence de l'homme, jusqu'à un certain nombre de qualifications particulières sur le plan juridique. On disait nuisibles à une époque et que désormais, on appelle des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et entre deux, on verra qu'il y a des actions de l'homme pour introduire, refaire vivre le milieu par la réintroduction d'éléments de la faune, mais qui sont le plus souvent des grands prédateurs, qui vont aussi poser des problèmes de régulation, et puis parfois certaines espèces qui se réintroduisent elles-mêmes dans une quantité telle qu'elles peuvent causer des dommages, ce qu'on appelle les espèces exotiques envahissantes. Et je terminerai par une touche un peu plus positive sur la question de l'animal être sensible, comme on le droit appréhende cette question. Mais pour l'heure, envisageons la question du régime des espèces protégées. En fait, très souvent, on a tendance à faire démarrer le régime des espèces protégées à la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, mais ce n'est pas elle qui l'invente. On va trouver des premières interdictions absolues d'ailleurs de tuer, détruire par un moyen quelconque, de colporter, etc., commercialiser les adultes, les jeunes et les œufs de vautours fauves et de percnoptères, et qui ont été édictés dès 1928 dans les départements des Hautes et des Basses-Pyrénées sous la pression de la Société nationale d'acclimatation, ce qui est désormais la Société nationale de protection de la nature, et déjà à l'époque également de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et on se pose déjà à l'époque la question de la légitimité d'une protection de ces espèces. Dans des éléments que j'ai pu relever, notamment de Thévenin sur la faune disparue de France des origines à nos jours, qui sont en fait un catalogue de toutes les espèces qui ont été éradiquées par l'homme et ses activités, de l'inutilité, l'utilité des gypaètes, des vautours et diverses, on nous permettra de ne pas en parler, que le berger, dont l'aigle attaque l'agneau ou le chevreau, tente de piéger ou d'abattre le rapace, c'est là un acte légitime de légitime défense, qui fait partie d'un droit naturel et intangible. Ce que nous voulons interdire, c'est la tuerie systématique pour obtenir un exemplaire à empailler, c'est la destruction des œufs et des nichés, car la faune d'une nation n'appartient pas à ses habitants, elle constitue un dépôt dont la génération actuelle est responsable envers les suivantes. Et donc on a une approche qui est finalement de conservation pour la transmission. Mais en réalité, la vraie protection des espèces va, et on va le voir que les associations l'ont très bien utilisé, c'est la police de la chasse et de la pêche, qui va offrir la possibilité de protéger certaines espèces animales. La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, dans une version issue de 1852, prévoit que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour interdire la destruction, pour prévenir la destruction des oiseaux. Et la chasse, donc, va être interdite toute l'année dans certains départements. Des moyens de chasse particuliers, des périodes de chasse vont être interdits. Et vous allez avoir également un décret-loi du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime qui va fonder des arrêtés protégeant les phoques et les dauphins. Et on va assister à des manœuvres assez curieuses de la part d'associations de protection de la nature qui vont demander, dans un premier temps, à ce que les espèces qu'elles souhaitent voir protégées soient classées en fait comme des espèces nuisibles, à même de pouvoir être détruites, pour que justement, tout en étant classées gibier et chassables, eh bien, puissent dans un second temps demander à ce qu'elles soient interdites de capture. Et donc on va jouer par une qualification où on demande à ce qu'elles soient effectivement considérées comme chassables, et devenant chassables, on demande leur protection au titre de la réglementation sur la chasse. Donc c'est une manœuvre juridique extrêmement intéressante de ce point de vue-là, je dirais presque du bricolage, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Ça a été le cas par exemple de la première protection du héron cendré, qui était considéré comme chassable, mais dont la chasse était interdite.
Autrement dit, la réglementation va passer par la réglementation cynégétique et halieutique, donc la chasse et la pêche, avec un risque, c'est qu'on revienne à tout moment au statut d'espèce qu'il est possible de chasser ou de pêcher. Et c'est pour ça, et on verra qu'on a une ambiguïté, c'est qu'il est possible de trouver des espèces protégées chassables. Il y a une profonde ambiguïté parce que ce rattachement à la chasse et à la pêche va nécessairement exclure de nombreuses espèces qui pourtant mériteraient protection. Et si on examine les listes qu'il y avait au XIXe siècle et début du XXe, il n'y a ni reptiles ni invertébrés puisqu'ils ne peuvent pas être considérés comme des gibiers, donc être protégés à ce titre. Ne parlons pas des végétaux qui sont eux totalement ignorés. La protection va également passer par l'interdiction de certaines activités dans certains espaces, par exemple dans les parcs nationaux. Vous avez une interdiction de la chasse, sauf dans deux, le parc des Cévennes et le parc amazonien de Guyane. Et on va trouver notamment l'interdiction de, je cite, détruire, d'enlever les œufs, les nids, de blesser, tuer, d'enlever des animaux non domestiques à l'intérieur ou à l'extérieur du parc dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre et de les acheter sciemment. Donc on a tout le processus de la mise à mort à la cession. Mais ce statut, c'est un statut territorial, finalement, il convient bien à toutes les espèces, mais la difficulté, c'est qu'un parc national s'est enfermé dans des limites, l'espèce n'est protégée que lorsqu'elle est dans ses limites, et dès qu'elle en sort, elle perd sa protection, qu'elle ne transporte pas avec elle, d'où la nécessité de lui octroyer un statut qui lui est propre, et pas un statut qu'on dit rationner le qui en fonction du lieu, par exemple dans un parc national ou dans une réserve naturelle. Autrement dit, lorsqu'intervient la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature qui va créer finalement ce régime des espèces protégées, il n'intervient pas dans un contexte totalement défavorable. On a déjà un certain nombre de prohibitions que la loi, entre guillemets, va se contenter de reprendre, va se contenter de systématiser. Mais on va le voir, la réglementation ne permet pas d'avoir une protection aussi large qu'on aurait souhaité. Et on reprend d'ailleurs toute la litanie et les interdictions. Par exemple, si on prend les interdictions concernant les animaux et les plantes, c'est non seulement la chasse, la cueillette, le ramassage des œufs, des boutures, etc., mais le commerce, le colportage, sous les formes vivantes ou mortes, l'utilisation des animaux sous quelque forme que ce soit, et surtout, et ce qui est intéressant ici, on le verra, la protection du milieu particulier à certaines espèces. Et donc, on va avoir par la suite des prohibitions, notamment avec la loi sur la biodiversité du 8 août 2016, des prohibitions qui vont permettre d'interdire, de porter atteinte non pas à l'espèce, mais à l'espace dans lequel se trouve l'espèce, en complément de ce qu'on appelle les arrêtés préfectoraux de protection des biotopes. Délaissant donc la réglementation qui jusqu'à présent ne s'intéressait qu'à la partie cynégétique de certaines prohibitions, donc des espèces, des périodes et des méthodes, eh bien la loi du 10 juillet 1976 va généraliser la protection et va instituer un régime spécial pour les espèces animales non domestiques et les espèces végétales non cultivées par un double jeu d'inscription sur une liste et avec toute une série de prohibitions, mais qui, on le verra, sont assez discriminatoires parce qu'elles varient d'une espèce à l'autre. Le mécanisme finalement est peu novateur, mais on va le voir, renvoie à une conception très particulière des espèces protégées et je vais essayer de vous mettre en évidence un certain nombre de controverses que l'on peut relever de ce point de vue-là. En fait, la loi de 1976, elle rejette une approche qu'on avait souhaitée peut-être universaliste. L'approche universaliste, c'est quoi? C'est on part du principe que toutes les espèces sont protégées, sauf certaines. Ce qui veut donc dire que si on oublie de les mentionner comme ne pouvant pas être protégées, elles sont protégées. Alors que si on part de l'hypothèse inverse, où ne sont protégées que les espèces inscrites, on oublie une espèce et elle n'est pas protégée. Donc on a un aspect beaucoup plus positif avec une liste assez universelle. C'est le cas par exemple de la directive oiseaux de 1979, recodifiée en 2009, qui elle a une approche très large. Ce sont toutes les espèces d'oiseaux. Et on va trouver dans les annexes un certain nombre d'éléments qui vont viser spécifiquement des espèces. Ce qui veut donc dire qu'il faut avoir une double lecture des textes pour pouvoir les appliquer, mais c'est beaucoup plus protecteur en tant que tel. Alors même si on peut s'interroger parfois sur les critères que retient le droit de l'Union de ce point de vue-là. C'est par exemple le même schéma qu'on va retrouver avec la CITES, donc la Convention de Washington de 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, la Convention de Bonn de 1979 sur la conservation des espèces migratrices ou la Convention de Berne par la suite. On peut s'interroger
finalement, 50 ans plus tard, ou presque, que reste-t-il de ce statut qui est conçu, je prends les rapports parlementaires de l'époque, conçu pour mieux protéger la survie de ces animaux et de ces plantes. On voit qu'on est déjà, puisqu'elles sont protégées, dans une pente descendante, puisque ce n'est pas assurer l'existence, mais assurer véritablement la survie de celle-ci. Ce régime, en fait, a été assez rapidement dévoyé par la mise en place de protections différenciées pour les espèces comme pour les prohibitions, et on va osciller entre une protection stricte et une protection partielle, renforcée sans doute par le droit international, mais le même droit international, notamment la Convention de Berne, qui offre un certain nombre d'échappatoires sous la forme juridique de ce qu'on appelle une dérogation ou des dérogations. L'idée, c'est quand même d'assurer un équilibre entre d'un côté la protection de certaines espèces et de l'autre la protection de la santé. La protection des espèces animales et végétales elles-mêmes contre certaines espèces. Donc on va protéger contre les espèces protégées et également protéger tous les intérêts humains, notamment les cultures, le bétail, la sécurité publique, etc., etc. Et on va le voir, vous avez eu beaucoup d'interprétations par la jurisprudence qui vont tout de même assez amenuiser la protection. Donc on va envisager dans un premier temps la variabilité des espèces protégées. On va voir ensuite que le fait que l'espèce soit protégée n'exclut pas qu'elle puisse elle-même causer des dommages qui pourraient donner lieu à des indemnisations. Et enfin, il a été admis parfois qu'on peut déroger à ce statut pour répondre à un certain nombre d'intérêts. On verra que c'est d'ailleurs très récent avec les derniers textes en cours. Tout d'abord, la question de la variabilité des listes d'espèces protégées. Donc, comme je vous le disais, le droit français a pris le parti de ne pas fixer un principe de protection générale, mais au contraire d'établir une discrimination entre espèces protégées et espèces qui ne le sont pas. On a donc ici un système de listes positifs et qui finalement se révèle un peu moins protecteur, je vous le disais, qu'une liste négative, c'est-à-dire uniquement celles qui ne sont pas protégées, tout simplement parce que l'oubli ne permet pas d'assurer la protection. Et quelle est la différence qu'il y a finalement entre les espèces inscrites et celles qui ne le sont pas ? Formulé autrement, quel est le motif juridique ? En fait, c'est l'article L411-1 du Code de l'environnement, dans sa dernière rédaction, qui justifie l'inscription sur un intérêt scientifique particulier, les nécessités de la préservation du patrimoine naturel. Alors, dans la version avant 2016, c'était le patrimoine biologique, mais comme on a rajouté le patrimoine géologique comme étant des espèces protégées, alors on ne peut plus avoir l'élément biologique simplement, puisque c'est abiotique. Donc, on a élargi au patrimoine naturel. Et puis également, on tient compte également de ces espèces compte tenu de leur rôle essentiel dans l'écosystème. Autrement dit, globalement, ce sont des critères scientifiques qui vont déterminer, conditionner l'établissement de ces listes. Et donc, c'est vers les scientifiques, naturellement, qu'on va se tourner pour en définir le contenu. Mais si on observe bien la pratique, on se rend compte que, en fait, de critères scientifiques, ce sont les intérêts des scientifiques qui vont dominer pour établir ces listes. Si vous les regardez bien, vous constatez qu'il y a énormément d'espèces qui relèvent de la vie faune, un peu de la mammalogie, donc des mammifères, et finalement très peu des insectes, très peu des arthropodes, etc. Par priorité finalement sur d'autres espèces. Et finalement, une de mes collègues qui avait fait sa thèse en 92 sur le régime de la protection de la faune en France, Viviane Lévy-Bruhl, disait notamment que c'est parce qu'il y a une méconnaissance de l'écologie de certaines espèces qu'on ne les retient pas en tant que telles, et surtout la prédominance d'une conception naturaliste et surtout ornithologique et mammalogique de la protection. Finalement, on a une approche très culturelle de la protection de la nature, les insectes étant souvent considérés comme des êtres peu sympathiques, voire malfaisants. Et donc, finalement, il paraît un peu difficile de reprocher au droit d'être le reflet d'une réalité très contestable, finalement, qui affecte l'élaboration des listes. Le spécialiste de telle ou telle espèce aura beaucoup plus d'inclinaison à défendre des éléments de l'espèce dont il est le spécialiste, plutôt que de mettre en avant des espèces pour lesquelles il n'a qu'un intérêt assez relatif ou une connaissance approximative, ceci expliquant peut-être cela. Et d'ailleurs, c'est un grief qu'on peut faire notamment à certains bureaux d'études, dans les établissements d'études d'impact, où on a parfois des données extrêmement bien fournies sur certaines espèces et pas sur d'autres, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. Et donc elles sont oubliées, on dirait presque par la force des choses, comme un acte manqué. Et c'est aussi un constat qu'on peut faire pour les végétaux.
notamment avec les espèces et les sous-espèces, etc., dont seulement certaines sous-espèces sont protégées par l'espèce principale. On le verra notamment avec l'affaire de la carrière de Vingros. Et donc forcément, cette situation en fonction des espèces va nécessiter une adaptation géographique de la protection. Certaines listes sont régionales, notamment les espèces végétales, l'essentiel étant d'assurer une parfaite répartition de la protection sur l'ensemble du territoire. Ça va dépendre si elles sont endémiques, mais si elles le sont que dans un endroit donné, ou est-ce qu'au contraire elles sont beaucoup plus larges sur l'ensemble du territoire. Mais il n'en demeure pas moins que établir le statut d'une espèce, la protection ou la non-protection, au regard de son intérêt scientifique ou des nécessités de sa conservation, c'est un exercice qui reste extrêmement délicat. Et finalement, on a une certaine difficulté à distinguer la qualité effective des espèces et leur degré d'affectation. Est-ce qu'elles sont effectivement atteintes et qui justifieraient cette affection qui fait qu'elles sont dans leur aire de répartition naturelle en voie de disparition, ou est-ce qu'elles présentent un réel intérêt en tant que telles? On le voit bien avec la fixation par les préfets annuellement des listes de nuisibles. On le voit également avec les dates d'ouverture de chasse, les autorisations d'espèces protégées, par exemple, qui sont autant d'illustrations de l'emprise scientifique qu'il peut y avoir sur la décision juridique et surtout sur la légitimité des listes et des protections rattachées. Et c'est pour ça d'ailleurs que comme ce sont des décisions administratives, il est possible de contester ces listes sur le fondement de ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation. Donc c'est un degré d'approche du juge qu'on appelle le contrôle minimum, savoir si le fait d'inscrire cette espèce comme étant protégée était bien justifié ou n'était pas justifié. Ou plus encore, de l'inscrire dans tel espace et pas dans tel autre. Et les difficultés parfois sont si grandes qu'on est parfois obligé de ranger parmi certaines espèces protégées des espèces totalement banales, tout simplement pour éviter le risque de confusion avec d'autres espèces. Vous avez des espèces de laridés, donc les mouettes et autres, qui ressemblent tellement à des autres qui sont très abondantes, qui ne présentent scientifiquement, alors scientifiquement elles présentent un intérêt, mais du point de vue naturel, aucun intérêt ou très peu. Elles sont quand même protégées, parce qu'elles ressemblent tellement à d'autres qui, elles, sont protégées que pour éviter la confusion ou pensant prélever certaines espèces, celles qui sont ressemblantes à celles qui sont le modèle, eh bien, celles qui sont le modèle pourraient être prélevées en même temps. Et donc, on protège la globalité parce qu'on a de la peine à les distinguer. Et donc, forcément, la protection devient contingente, la protection devient conditionnée, elle l'est aussi par les contraintes internationales, puisque le droit français est conditionné par les conventions auxquelles la France est partie, Convention de Berne, Convention de Bonn, la CITES notamment, et puis tout un ensemble d'éléments du droit de l'Union, directive oiseaux, je vous le disais, par exemple. Et donc le Conseil d'État, par exemple, a annulé des décisions ministérielles qui refusaient d'inscrire certaines espèces sur des listes d'espèces protégées en France, alors même qu'elles figuraient sur les listes communautaires comme devant être protégées en tant que telles. Et puis, on va voir que cette contingence, et c'est un élément de la controverse ici, finalement c'est quelque chose de très relatif et très fragile, la protection. Cette contingence se mesure aux conditions dans lesquelles sont résolus certains conflits d'intérêts. Et je vais prendre un seul exemple, qui est celui d'une toute une série de décisions de 1999, Fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan, où on a eu la contestation du retrait sur liste d'espèces protégées d'une espèce végétale particulière. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans un premier temps, vous avez un arrêté préfectoral qui autorise l'exploitation d'une carrière. Et l'arrêté d'exploitation de la carrière est attaqué en disant « le préfet n'a pas tenu compte des espèces protégées qui s'y trouvaient ». Et donc de ce fait, l'arrêté est illégal. Donc l'arrêté est annulé. Deuxième temps, le ministre de l'Environnement déclasse les espèces protégées dans ces secteurs-là, notamment une sous-espèce de la Tulipa sylvestris, donc c'était la sous-espèce, en considérant que finalement elle n'était pas endémique et puis il y en avait plein partout ailleurs, donc elle ne méritait pas protection. Donc acte 2, il la déclasse. L'association attaque le déclassement et n'obtient pas gain de cause. Acte 3, le préfet autorise la carrière qui antérieurement avait vu son autorisation annulée du fait d'espèces protégées. Et les requérants n'obtiennent pas gain de cause, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'espèces protégées, l'espèce antérieurement protégée ayant été déclassée. Donc on voit comme ça ces petits accommodements avec, on le verra, les intérêts économiques qui sont devenus, et ce sera un des éléments de ma conclusion, d'autant plus fort que désormais on va pouvoir déroger
capacité de déroger pour faciliter les autorisations d'un certain nombre d'installations au prétexte d'intérêt énergétique. Et donc finalement, on se rend compte que la suppression d'un statut, comme son introduction, finalement, ça reste un petit peu scientifique, beaucoup politique et pas mal économique. Finalement, c'est une opportunité politico-économique. Je le traduirais qu'un simple artifice juridique. Finalement, peu importe que l'espèce soit détruite ou que la station végétale soit détruite, puisqu'elle n'était pas protégée. Elle est quand même détruite, mais non protégée. On économise la dérogation. Et cette contingence de la protection va trouver aussi son aboutissement avec la loi ce qu'on appelle DTR, loi sur le développement des territoires ruraux de 2005, qui va imposer de réviser les listes d'espèces protégées. Tout simplement pourquoi ? Parce que la réglementation va tenir compte de la notion d'équilibre agro-silvo-cynégétique qui est mise en place dans la loi DTR. Tout simplement parce que, comme le disent les débats parlementaires, si la classification des espèces protégées est indispensable pour certaines d'entre elles, notamment certains rapaces, parce qu'ils vont ainsi permettre de réguler la prolifération du petit gibier, eh bien, malheureusement, la liste de certaines espèces doit être régulièrement révisée. Parce qu'en définitive, si l'intérêt scientifique, c'est de dire qu'elle est en disparition ou en voie de diminution dans son aire naturelle de répartition, et que du fait de cette protection, elle remonte en nombre, et donc finalement ne mérite plus sa protection, on ne peut pas la maintenir, parce que finalement, on aurait le maintien d'une protection qui n'a plus de nécessité. Alors, ça va poser naturellement aussi la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'aire naturelle de répartition, qui est très ambigu également. Je ne résiste pas à vous citer l'hypothèse du Conseil d'État. C'était à propos de la question de l'ours introduit dans les Pyrénées, où vous aviez un certain nombre de contestations qui étaient liées à cette présence-là, et pour lequel la Roumanie ayant adhéré à l'Union européenne avec ses 5000 ours, désormais il n'y avait plus simplement une dizaine d'ours dans le territoire européen, il y en avait plus de 5000. Donc il n'y avait plus de déperdition dans l'aire naturelle de répartition qui était l'Europe. Donc vous voyez, on peut comme ça, en changeant le repère géographique, changer complètement l'approche. Donc on voit bien ce côté extrêmement relatif de ce point de vue-là. D'où le fait que le législateur a retenu, en application de la loi DTR de 2005, une solution assez médiane finalement, et qui est surprenante, puisqu'on avait imaginé que la loi, c'était l'esprit en 1976, implique un régime unique de protection. En fait, c'est un régime différencié dans le temps et dans l'espace. Sont protégés. Alors, que doit fixer le pouvoir réglementaire ? C'est la liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, ainsi protégées, la durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en cette application, et enfin, la partie du territoire sur lequel elle s'applique et qui peut notamment comprendre tout le territoire, c'est-à-dire le domaine public maritime, les eaux intérieures de la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental. Donc on a une protection finalement qui va se faire, on va dire, en confetti, en pointillé, de façon très ponctuelle sur l'ensemble du territoire. Et on verra, certaines espèces sont totalement protégées, certaines sont protégées sur certains espaces seulement, certaines sont protégées contre certaines activités seulement, et puis certaines sont même également éventuellement chassables, en fonction de certaines périodes de l'année, voire même déclarées nuisibles. Donc on voit que c'est assez particulier. Mais là où on voit la difficulté qu'il y a eu pour le législateur d'imposer cette réglementation, qui était nécessaire, en tout cas en 1976, c'est que ces interdictions ont causé un certain nombre de préjudices, et la question s'est posée de savoir s'il fallait indemniser le préjudice qui pouvait naître de la protection, autrement dit, qui de ce fait était susceptible de remettre en cause la protection parce qu'il fallait payer pour protéger. La question de l'indemnisation des préjudices subis du fait de la protection de certaines espèces est en fait très récurrente. Et en fait très récurrente, si vous suivez la presse, vous entendez toujours les demandes d'indemnisation des prédations du loup, de l'ours ou du lynx, par exemple, que ce soit sur les ruches ou sur les troupeaux. Et la question est, est-ce que leur action est indemnisable en tant qu'espèce protégée ?
sachant qu'on ne peut pas les détruire à partir du moment où elles vont attaquer les espaces ou les espèces, parce qu'elles sont espèces protégées. Le Conseil d'État l'a bien dit, notamment à propos des grands cormorans qui allaient faire de la prédation en dombe. Un cormoran, c'est grosso modo 2,5 kg de poissons par jour. Vous avez 1000 cormorans qui vont sur un étang, c'est 2,5 tonnes jour quand même. Donc on peut comprendre que le pisciculteur veuille se protéger, mais il peut se protéger seulement en empêchant le cormoran d'atteindre ces petits poissons et pas de tuer le grand cormoran pour ça. D'où le fait qu'on a dû inventer des mécanismes de régulation avec des anneaux annuels pour pouvoir ainsi réduire et donc réguler le nombre de ces espèces, mais j'y reviendrai dans le cours suivant. La question qui se pose, effectivement, c'est est-ce que on peut indemniser ceux qui subissent des dommages d'espèces protégées? La question se pose parce que le législateur n'a rien prévu. Alors, sans vous faire un cours de droit public, puisque ce n'est pas l'objet, il y a toute une évolution de la jurisprudence sur l'interprétation des silences du législateur après un arrêt bien connu, en tout cas des étudiants, qui s'appelle l'arrêt La Fleurette. C'était sur un bête problème de margarine. Il y a beaucoup d'arrêts comme ça qui vont chercher avec des problèmes de base sur la composition d'un certain élément de margarine sur lequel on avait interdit désormais de mettre certains composés qui donc forcément causaient du tort aux producteurs et aux commerçants. Et certains avaient demandé la mise en cause de la responsabilité sans faute de l'État sur ce qu'on appelle la rupture d'égalité devant les charges publiques. Tout le monde n'est pas équivalent. J'avais une activité en lien avec les espèces protégées, l'espèce devient protégée, je ne peux plus exercer mon activité, je subis un dommage au bénéfice de la collectivité. Donc j'ai bien une charge et j'ai une rupture d'égalité par rapport aux autres qui, eux, au contraire, en bénéficient. Est-ce que je peux bénéficier d'une indemnité ? En fait, vous avez donc cette évolution, en fait, le Conseil d'État considérait qu'à partir du moment où vous aviez 3 positions possibles, le législateur exclut l'indemnisation, dont s'il l'exclut, elle n'est pas prévue, donc elle n'est pas possible. D'un autre côté, il peut prévoir l'indemnisation et donc on est indemnisé selon les modalités qui sont prévues. Et enfin, vous avez des hypothèses d'indemnisation dans des limites bien particulières. Mais très souvent, et c'était le cas de la loi de 1976, la loi est muette, la loi ne dit rien sur cette question quant à la réparation des conséquences dommageables. Donc on peut considérer qu'il y a une irresponsabilité du législateur, ce qui peut poser un problème pratique, c'est-à-dire que si je ne peux pas me défendre et obtenir indemnisation contre les prédations de ces espèces protégées, eh bien je vais les détruire en douce, de façon à me protéger effectivement par empoisonnement, par diverses techniques. Et donc on a un risque, c'est que si on n'indemnise pas, on a un comportement délétère de la part des victimes qui sont les producteurs qui pourraient souffrir de leur approche. Mais si vous voulez, la question a été renversée, il y a eu un renversement de jurisprudence dans un arrêt extrêmement intéressant qui était relatif à des pisciculteurs, dans le centre. Donc il y avait une association qui subissait comme cela les effets d'un certain nombre d'oiseaux, notamment les flamants roses. Vous aviez les flamants roses, vous aviez les hérons par exemple, qui soient cendrés, bioraux, autres, etc. Et les producteurs se disaient mais c'est scandaleux socialement parce que ça fait supporter socialement à certaines personnes le coût d'une politique décrétée par les pouvoirs publics et qui met à la charge exclusive de certains le financement de mesures adoptées dans l'intérêt de tous. Donc on est victime de servitude environnementale. Et pour justement éviter que l'on ait des reproches de la part de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme sur le fait qu'on ne puisse pas subir des dommages au nom de la collectivité sans bénéficier d'une indemnité parce qu'il y a une atteinte à la propriété, le Conseil d'État va renverser sa jurisprudence. Il va considérer qu'à partir du moment où rien dans les débats, donc le texte ne dit rien, mais si rien dans les débats ne laisse supposer que le législateur ait entendu interdire l'indemnisation, alors il y a indemnisation possible. Donc c'est le silence du législateur renforcé par l'absence de prise d'opposition sur l'interdiction d'indemniser qui va faire qu'on est indemnisable. Mais, donc on a un principe finalement, on inverse, dans le silence, on indemnise, sauf s'il y a une opposition dans les débats. Ça s'appelle une méthode téléologique, on interprète l'intention du législateur. Mais, pour éviter qu'il y ait comme un certain nombre d'abus, c'est
l'indemnisation n'est possible que si l'atteinte n'est pas l'objet recherché par le législateur. Autrement dit, l'interdiction de la naturalisation, donc la taxidermie, d'un animal protégé, c'est l'objet recherché par le législateur, donc ça n'est pas indemnisable s'il ne l'a pas prévu. En revanche, le fait de ne pas pouvoir se protéger contre des espèces protégées qui viennent détruire mes troupeaux ou mes élevages de poissons, là, ça n'est pas un effet recherché par le législateur, donc ça devient indemnisable. Vous voyez, donc on a inversé totalement l'approche qu'il peut y avoir pour justement permettre la protection de ces espèces. Et donc finalement, le Conseil d'État va considérer que le préjudice qui résulte de la prolifération de ces animaux sauvages appartenant à des espèces dont la destruction a été interdite en application de la loi doit faire l'objet d'une indemnisation lorsque ça excède les aléas inhérents à l'activité en cause. C'est normal qu'il y ait de temps en temps des oiseaux qui viennent prélever des poissons, mais peut-être pas qu'il y ait toute une nuée d'espèces protégées qui viennent faire leur prélèvement. Il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait donc dès lors être considéré comme une charge incombant normalement aux intéressés, sous-entendu les victimes. Et donc la principale difficulté, si ce n'est la seule finalement, de ce revirement, c'est que le dommage, en fonction de ses caractères propres, doit revêtir une certaine anormalité. Donc le préjudice doit être anormal au regard de la loi. D'où le fait, comme je vous le disais, que si c'est l'effet recherché, c'est normal qu'il soit exclu. Si c'est l'effet indirect, finalement, on va dire, le texte est un peu guerrier, mais l'idée est un peu guerrière, mais le dommage collatéral lié à la protection d'une espèce protégée, alors il peut y avoir, s'il y a préjudice anormal et spécial, ben oui, il est spécial, puisque seuls les pisciculteurs subissent ce dommage. Oui, il est spécial, puisque seuls les éleveurs ou les apiculteurs subissent ce dommage. Donc cette spécialité, cette gravité de l'inconvénient va justifier que le législateur puisse prévoir, ou en tout cas ne pas interdire l'indemnisation, permettant ainsi de renforcer la protection. J'évoquais la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui impose de garder le juste équilibre qui doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l'intérêt général. Et c'est ainsi que le législateur peut le faire par ce biais-là. Autrement dit, ça ouvre une brèche, ça permet de protéger, donc en évitant d'avoir à se protéger en tuant les animaux, et ça permet donc d'être indemnisé. Mais il faut respecter ensuite les conditions prévues pour l'indemnisation. Et vous avez toute une série de protocoles qui ont été arrêtés par le poids réglementaire sur cela. Je vous donne quelques exemples, enfin un seul exemple, faute de temps, sur les dégâts de l'ours par exemple. Comprenez simplement qu'avant qu'il y ait l'intervention du Conseil d'État pour dire c'est indemnisable, c'était souvent les gestionnaires d'espaces protégés comme le Parc national des Pyrénées par exemple, qui indemnisaient les dommages de l'ours alors même que ça n'était pas prévu par la réglementation, pour justement, on va dire, temporiser un peu les humeurs locales et éviter, comme dans les Vosges également, par rapport au lynx, pour éviter qu'il y ait des mises à mort nuitamment ou des prédations de l'homme sur les espèces protégées. Juste quelques exemples, par exemple, sur les dommages de l'ours dans les Pyrénées pour les brebis. Alors, sachant simplement que le dommage lié à l'ours, c'est simplement 1% des brebis qui sont atteintes, qui sont liées à l'ours en tant que tel. Donc tout ce qui est chiens sauvages, etc., n'est pas concerné par ce régime d'indemnisation. C'est une action volontaire de l'État, et simplement vous avez toute une procédure qui est une procédure d'expertise parce qu'il y a le dommage, il y a le constat du dommage par le propriétaire, vous avez ensuite un contact de l'expert dommage de l'ours qui vient constater, et là vous avez une expertise, soit c'est un dommage qui n'est pas imputable à l'ours et c'est pas indemnisable, sauf si le berger considère toujours que c'est imputable, et donc on va faire appel à un tiers expert qui est en fait une commission dommage ours qui va dire bah oui, c'est bien lui, et la commission va dire ben oui, ben non. Ou alors, il considère l'expert que c'est un dommage qui est imputé à l'ours, et dans ce cas, il va y avoir paiement de l'indemnité. Et finalement, on a des dommages qui sont indéterminés ou non imputables, et souvent pour pouvoir, on va dire, asseoir une certaine paix sociale dans le milieu pastoral, dans certains secteurs, on va attribuer à l'ours des dommages qui ne sont pas les siens, comme souvent on va pouvoir attribuer au loup des dommages qui ne sont pas les siens. Mais le fait de pouvoir être indemnisé ne veut pas dire pour autant qu'on ne puisse pas avoir la possibilité de repousser l'assaillant de façon nocturne.
on le reverra un peu plus tard, c'était une vieille tradition qu'on puisse repousser de tout temps, en tout lieu, y compris de nuit, ce qu'on appelait les bêtes fauves. Donc les bêtes fauves, c'est celles qui avaient le pelage fauve, hein, ce n'était pas les lions d'Afrique sur le territoire français. Et donc de ce fait, c'est une tradition qui est maintenue. On peut protéger dès lors qu'il y a atteinte. Mais on ne peut le faire qu'en effarouchant. Et ce n'est qu'à partir d'un certain nombre de prédations. Par exemple, en Suisse, c'est lorsque vous avez une dizaine de moutons qui ont été tués par un loup qu'on peut abattre un loup. Avec cette précision, et ce qui crée un peu de soucis sur le terrain, c'est que ce n'est pas nécessairement le loup coupable d'avoir croqué les 10 brebis, c'est un loup dont on va supposer que, faisant partie de la meute, il participe à cette prédation. Et en fait, l'indemnisation, elle est établie en fonction d'un certain nombre de critères. La valeur des bêtes, le manque à gagner, par exemple les brebis qui avortent, par exemple, ou qui vont perdre du poids, le manque de lait pour les agneaux, par exemple. Et puis vous avez aussi une prime de dérangement, c'est sur le surcroît de travail de l'éleveur, par exemple, notamment rechercher les cadavres, participer à l'expertise, etc. Alors là, c'est le seul qui est à peu près fixe. C'est-à-dire, quelle que soit la taxe, c'est 160 €. Grosso modo, vous avez une valeur d'entre 290 et 300 € par brebis, par attaque d'ours, d'indemnisation. J'entends par attaque de brebis qui auraient été effectivement tuées ou qu'on aurait dû euthanasier à la suite de cette attaque. Donc on voit ici que pour renforcer la protection, on a développé un régime d'indemnisation. Mais comme je vous le disais, toutes les espèces ne sont pas logées à la même enseigne, toutes les espèces animales ne sont pas logées à la même enseigne, même si on aurait pu le penser, puisque lorsqu'on lit le texte de 1976 qui commence par la protection des végétaux, se poursuit par la protection des animaux et précise: un décret détermine les conditions dans lesquelles sont fixées la liste limitative des espèces ainsi protégées, on laisse supposer que le ainsi rapporte à l'ensemble des prohibitions qui étaient visées. En réalité, à la suite de divers arrêts qui ont justement, comme je vous le disais, remis en cause une protection qu'on dira générale et absolue sur le territoire, donc c'est une mesure de police, hein, la protection des espèces, donc qui était non proportionnée et non nécessaire par rapport à l'objectif que l'on poursuivait, eh bien il va y avoir une remise, un rééchelonnement de tout ça. C'est-à-dire que les arrêtés ministériels, il y en a une quinzaine qui vont fixer la liste des espèces protégées, eh bien vont fixer la nature des interdictions. Autrement dit, on va pouvoir opérer un choix dans les interdictions. Ça peut être une interdiction totale de mise à mort de l'espèce, comme ça peut être la possibilité de le faire, mais en fonction de certaines méthodes. Vous allez avoir la durée des interdictions, les parties du territoire, les périodes de l'année où elles s'appliquent, même si la loi n'a pas prévu cette hypothèse pour les espèces, répète bien, ainsi protégées, c'est-à-dire normalement totalement protégées. Et ça ne peut être envisagé finalement d'interdire totalement que pour permettre la reconstitution des populations naturelles en cause ou de leurs habitats, ainsi que la protection des espèces animales pendant la période où elles sont vulnérables ou des circonstances dans lesquelles elles sont particulièrement vulnérables. Donc, on va permettre d'avoir ainsi cette protection différenciée, mais en tenant compte d'un certain nombre de critères. Donc, de nouveau, aussi bien pour la désignation des espèces que pour les méthodes de gestion des espèces, ce sont des critères scientifiques qui vont dominer. Et donc, forcément, vous allez avoir deux opinions scientifiques qui vont s'affronter, celle des protecteurs et celle de ceux qui souhaitent qu'il n'y ait pas protection. Et c'est pour ça, très souvent, que le juge se trouve un peu embêté lorsqu'il doit valider les arrêtés préfectoraux en matière nuisible ou les arrêtés ministériels en matière d'espèces protégées pour savoir si ça mérite effectivement protection ou pas, avec force, expertise à l'appui. Alors, tout ceci a permis, s'agissant des mammifères protégés, de distinguer entre ceux qui font l'objet d'une protection stricte en reprenant toutes les interdictions, ceux qui ne font pas l'objet d'une interdiction de destruction, mais qui relèvent de toutes les autres prohibitions, on peut simplement les tuer, mais pas les capturer, par exemple. Ceux qui font l'objet d'une interdiction de destruction et qui peuvent être également naturalisés, mais on interdit toutes les autres actions. Il y a ceux dont on interdit le colportage, la mise en vente, l'achat de spécimens morts prohibés. Et puis enfin, il y a ceux
pour lesquels les prohibitions s'appliquent, mais pour lesquels on peut avoir des mesures de régulation sans pour autant remettre leur statut d'espèce protégée. Par exemple, j'évoquais le grand cormoran tout à l'heure. En définitive, toutes les combinaisons sont autorisées. On peut regretter finalement cette... excusez-moi, mais je n'ai plus l'heure. On peut regretter cette discrimination entre les espèces, notamment celles qui apparaissent les plus vulnérables, notamment du fait de la faiblesse de leur population, comme par exemple le loup, ou alors celles qui sont justement le moins protégées et pour lesquelles on peut faire une régulation en tant que telle. Je rappelle quand même qu'au départ, la loi prévoyait toutes les mesures et surtout elle précisait il faut une liste limitative de cette approche. Et finalement, on a bien une approche limitative parce qu'on a des listes qui sont très limitées en tant que telles. Ce n'est pas tout à fait la limite qu'on avait envisagée initialement. Et puis finalement, lorsque vous allez examiner les listes de protection, notamment en matière de végétaux et encore plus en matière d'oiseaux, les listes sont extrêmement longues et c'est extrêmement difficile parfois de les lire, notamment lorsque vous avez, je vous le disais, des sous-espèces. Comprenez ce que ça signifie. Ça signifie que si vous avez un acte de prédation contre une espèce protégée et que vous avez un agent qui doit venir verbaliser, l'agent doit verbaliser en fonction de ce qu'il a vu et entendu sur place, et qu'il est incapable de distinguer entre une espèce végétale et une sous-espèce végétale, la sous-espèce étant protégée mais pas l'espèce, et que la distinction peut tenir à la taille d'un demi-poil de millimètre d'un stigmate de la plante, c'est un peu compliqué à appréhender. Et donc, si vous voulez, très souvent, on a des difficultés qui tiennent essentiellement à l'appréhension pénale, finalement, de la chose. Mais, après toutes ces critiques que l'on a, vous avez quand même encore des controverses qui tiennent au fait que le fait qu'il y ait une espèce protégée ne veut pas dire qu'on ne puisse pas réaliser l'opération, mais pour cela, il faut bénéficier de ce qu'on appelle des dérogations. On va donc poursuivre par les questions de dérogation au statut de protection de l'espèce protégée. Qu'on s'entende bien, la dérogation, contrairement au déclassement, ne fait pas perdre le statut d'espèce protégée, elle reste protégée, mais on peut déroger à un certain nombre d'actions qui sont liées à sa protection. Alors que si elle est déclassée, on peut tout faire. Enfin, tout faire, dans les limites de la loi, naturellement. Le Conseil d'État va considérer, comme je vous le disais, dans le premier temps, que les mesures de protection de la faune ne peuvent pas consister en des interdictions générales et absolues de modifier le milieu, mais au contraire doivent être adaptées aux nécessités que la protection impose dans certains lieux. Ce qui veut donc dire que dans certains lieux, certaines espèces vont être plus fragilisées que d'autres dans d'autres lieux où là la protection sera effectivement absolue pour tenir compte d'un certain nombre de considérations, on dira, de terrain. Mais là où les choses vont changer, c'est que certaines considérations de terrain vont être liées à l'usage du terrain que fait l'homme et qui va perturber le statut de protection. Pourquoi ? Parce que l'article L411-2, par exemple, dans une perspective strictement scientifique, détermine les conditions dans lesquelles on peut avoir une autorisation de capture d'animaux ou de prélèvement à des fins scientifiques. Donc on peut avoir notamment des fins d'études, des fins pédagogiques ou des fins de capture en vue de les relâcher après les avoir fait se reproduire pour maintenir l'espèce en tant que telle. Donc là on peut comprendre facilement l'objectif de protection. En revanche, un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions dans lesquelles sont fixées la dérogation aux interdictions mentionnées, mais on va voir qu'il y a un certain nombre de critères qui ont été totalement bouleversés récemment. À condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable aux populations des animaux concernés dans leur aire de répartition naturelle. Là où je visais tout à l'heure l'ours dans les Pyrénées, désormais du fait qu'il y ait l'ours de la Roumanie, et que l'aire de répartition naturelle, au lieu d'avoir une dizaine d'ours, on avait plus de 5000, donc on n'est plus tout à fait dans le même problème d'abaissement des populations dans l'aire de répartition naturelle. Vous avez toute une série de critères qui vont justifier, alors ce ne sont pas des critères français à la base, c'est des critères de la Convention de Berne, qui vont dire qu'on peut
déroger à la protection dans l'intérêt même de la protection de la faune et de la flore sauvage et la conservation des habitats naturels. En gros, il y en a trop, ils se portent atteinte entre eux, et pour pouvoir les protéger, il faut déroger à la protection. Ensuite, pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux, à toute forme de propriété. Donc là, il est possible de donner des dérogations, c'est le cas par exemple du grand cormoran que j'évoquais tout à l'heure, pour pouvoir détruire l'espèce, pardon, le texte dit prélever, pour détruire l'espèce, réguler aussi. Ça dépend. En fait, on régule par la chasse et on prélève par la destruction. Passons le vocabulaire. Et la chasse n'est pas de la destruction, c'est de la chasse, contrairement pour les nuisibles, on parle que de destruction parce que la destruction nuisible n'est pas un acte de chasse. Mais j'y reviendrai lorsque j'évoquerai dans le cours prochain les nuisibles sur la subtilité du vocabulaire qu'on peut retrouver dans ce cadre-là. Mais ce qui est bien ici, de prévenir des dommages, donc il y a des dommages potentiels qui sont liés à un accroissement d'espèces, et donc de ce fait, il faut les réguler. La régulation pouvant être simplement un prélèvement en vue de les reporter ailleurs, ou au contraire, une destruction de celles-ci. Il est possible, et on va voir que c'est l'élément qui est le plus problématique, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, l'exemple dont vous avez peut-être entendu parler des bouquetins du Bargy, d'accord ? Les bouquetins du Bargy qui sont soupçonnés de brucellose puisqu'ils sont atteints pour 4% du troupeau, pour lequel vous avez eu un arrêté préfectoral ordonnant les prélèvements au départ pour pouvoir vérifier s'ils étaient atteints de brucellose, mais comme les bouquetins sont partis dans la montagne, il était impossible finalement de faire du prélèvement, donc on fait de l'abattage et on vérifie après s'ils étaient atteints. Il y a juste 200 bouquetins qui sont concernés dans ce cadre-là. Vous avez eu, tiens d'ailleurs, la Cour administrative d'appel de Lyon la semaine dernière a annulé l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage après que l'abattage ait eu lieu. Je passe sur les détails. Oui, c'est toujours un petit décalage, si vous voulez, entre la réalisation du prélèvement ou de la dérogation à l'espèce protégée et la réaction du juge dans ce cadre-là. Mais simplement pour vous dire qu'il y avait des risques de problèmes d'atteinte à la santé. On fait des prélèvements pour vérifier qu'il y a atteinte ou pas. Et c'est justement fait pour des impératifs de santé. Mais on va voir que là où il y a plus de problèmes d'interprétation, c'est la notion de on peut également déroger pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale et économique. Qu'est-ce que ça veut dire ceci ? On va le voir, ça veut dire beaucoup de choses. Il est également possible de déroger à des fins de recherche, d'éducation, de repeuplement, de réintroduction, ou pour des opérations de reproduction. On va récupérer quelques œufs de percnoptères, on va récupérer quelques œufs d'aigle royal, on va permettre ainsi leur développement. Et ensuite, on va faire un relâché d'espèces de façon à faire du repeuplement. Ça s'est très bien passé, notamment dans le Verdon ou dans les Cévennes, où on a procédé. De ce point de vue-là, on a cherché des espèces ailleurs, là où l'espèce avait totalement disparu. Et puis, il est possible aussi, pour permettre de manière strictement contrôlée et d'une manière sélective et de façon limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité ou spécifié de certains spécimens. Bref, on a un certain nombre de dérogations qui restent quand même assez discrétionnaires, mais surtout, comme c'est une dérogation à la protection, qui doivent être motivées. Comme c'est motivé, que c'est une dérogation reposant sur un certain nombre de critères, le juge va apprécier sur le fondement de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'erreur manifeste d'appréciation. Est-ce qu'on a commis ou pas une erreur au regard de la nature des critères, d'autoriser ou pas la dérogation. Mais la difficulté, quelle est-elle ? La difficulté, c'est que le juge reprend ce qu'il avait inventé en 1971, ce qu'on appelle la théorie du bilan ou la pesée globale des intérêts, c'est-à-dire qu'il va mettre d'un côté les intérêts de la santé, les intérêts publics majeurs, et de l'autre les intérêts de la faune et de la flore, ainsi atteintes. Donc on pourrait dire, oui, donc à un moment donné, la balance risque de pencher. Oui, mais il tient compte dans ce cas-là de toutes les mesures compensatoires qui auraient été appliquées au projet, de façon à faire diminuer les effets effectifs du projet pour l'autoriser, alors même qu'il y aurait atteinte aux espèces protégées. Et donc finalement, on devine assez aisément ce qui peut peser le plus lourd dans la balance. Comme je disais, des fois, derrière le thème prélèvement, on a celui de destruction d'abattage, donc une espèce d'anamorphose politiquement correcte, si vous voulez, pour traduire en droit ce que l'on traduit autrement en fait.
Mais en réalité, toutes ces mesures, on va le voir, de destruction finalement, sont poussées par l'Union européenne, sont poussées par un certain nombre de nécessités économiques. Et donc la réglementation française traduit la Convention de Berne et la directive Natura 2000 de 1992, Faune Flore Habitat, qui va prévoir effectivement la possibilité, à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante, eh bien, de déroger à la protection. Alors, je vais vous donner l'état de la problématique aujourd'hui, tout simplement parce que vous avez un texte qui est actuellement devant le Conseil constitutionnel, c'est la loi sur l'accélération de l'implantation des énergies renouvelables, qui va très sensiblement modifier l'approche de la protection avec l'appui du Conseil d'État. Quelle est la problématique de la protection dans ce cas-là? Si on s'attache à l'article L411-2 du Code de l'environnement, pour avoir une dérogation, il faut 3 critères cumulatifs. Il ne doit pas exister d'autres solutions satisfaisantes, qui est toujours évaluée par un tiers, parce qu'on imagine bien qu'on va arriver avec son projet en Sicile, c'est le meilleur, donc ça doit être évalué par un tiers. Aux frais du pétitionnaire, il faut que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations concernées dans leur aire de répartition naturelle. Et troisième critère, et si je vous les donne dans l'ordre, c'est que le Conseil d'État va bouleverser l'ordre et va très singulièrement modifier l'approche et l'analyse qu'on pourrait en avoir, c'est dans l'intérêt de la santé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Et c'est cette notion qui est effectivement controversée. Le Conseil d'État nous dit la chose suivante, c'est qu'un projet de travaux ou d'aménagement ou de construction susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées ne peut être autorisé à titre dérogatoire que s'il répond par sa nature et compte tenu des intérêts économiques à cette raison impérative d'intérêt public majeur. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un concept un peu flou quand on regarde toute la jurisprudence, aussi bien de la Cour de justice de l'Union, parce qu'on a le même critère lorsqu'on doit déroger au régime Natura 2000 que pour les espèces protégées. La réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats, de la faune et de la flore protégés par la législation. Et ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet aux espèces seront prises en considération compte tenu des mesures de réduction et de compensation. Donc en fait, on a bien une mise en balance entre tout l'intérêt social du projet, notamment création d'emplois, et vous avez toute une série d'arrêts qui vont admettre qu'on puisse porter atteinte à des espèces, notamment des rapaces qui nichaient dans des futures carrières, parce que l'exploitation de cette carrière, qui était le seul minéral de cette nature sur le territoire français, que vous aviez une déperdition sur le territoire européen et qu'il était nécessaire de l'exploiter, alors c'est une raison impérative d'intérêt public majeur. On tient compte de toutes les mesures de compensation ou de réduction. Attention aux mesures de réduction, ça ne signifie pas qu'on ne détruit pas. On peut admettre une destruction d'espèces protégées, ou en tout cas la destruction de son habitat, pour la faire partir, parce qu'on va implanter des pylônes de remontée mécanique, on va faire des explosions pour faire affaisser les parois, notamment pour les carrières, donc on va détruire en tant que tel. On ne va pas, entre guillemets, s'amuser à déplacer la moindre salamandre ou le crapaud accoucheur qui se trouve dans une carrière où il y a un peu d'eau. Donc vous avez forcément la dérogation qui se traduit par une destruction. La question essentielle, et qui est une très forte controverse, et on est en cours de discussion avec le ministère de l'Environnement sur ce point, notamment la direction de l'eau et de la biodiversité, enfin quand je dis on, c'est le Conseil national de la protection de la nature, c'est à partir de combien d'espèces il faut une dérogation. Est-ce que c'est dès la première espèce qu'on détruit qu'il faut une dérogation, ou est-ce que c'est un certain nombre, comme disait l'humoriste ? En fait, vous avez une différence qui a été faite par la Cour de cassation et le Conseil d'État. La position de la Cour de cassation dans une affaire pénale considère que c'est dès la première espèce détruite qu'il aurait fallu une dérogation. Donc on peut être sanctionné dès lors qu'il y a une espèce détruite, une seule, sans autorisation. Alors on dit détruite, c'est détruit volontairement. Si vous écrasez un hérisson qui est espèce protégée en roulant sur la voie, puisqu'il faut qu'il y ait un acte intentionnel. Donc là, ça n'est pas puni en tant que tel. Si au contraire, il y a eu quelques arrêts récemment, vous les capturez pour les manger, au contraire, là, vous avez une sanction pénale en tant que telle. Mais s'il y a destruction, ce qui importe, c'est la nature de la destruction. Donc la Cour de cassation, elle, se dit 1.
Le Conseil d'État, lui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, parce que j'étais de ceux qui défendaient le principe, c'est à partir de 1, dit « Le responsable du projet doit examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire. Cet examen s'impose dès lors que les spécimens sont présents dans la zone. » On ne vous demande pas d'aller imaginer qu'ils ne seraient pas là ou pas. Donc on doit dire est-ce qu'ils sont présents ou pas. Et il n'est tenu compte à ce stade ni du nombre des spécimens, ni de l'état de conservation. Donc peu importe, il faut qu'il y en ait. On ne s'intéresse pas au fait qu'il n'y en ait pas, donc on laisse tomber, il n'y a pas besoin de dérogation, il suffit de démontrer qu'il n'y en a pas. Si en revanche il y en a, on peut échapper à la dérogation de la façon suivante. Pourquoi ? C'est que le responsable devra obtenir une dérogation si l'atteinte est suffisamment caractérisée. Et pour démontrer que cette atteinte n'est pas suffisamment caractérisée et qu'il n'est pas besoin d'une dérogation, il faut tenir compte des mesures permettant d'éviter le risque, mais aussi des mesures permettant de le réduire. Résumons les choses. Initialement, il y a une espèce protégée. On peut obtenir une dérogation s'il y a un risque, il y a une atteinte à un intérêt majeur. Et c'est ensuite qu'on donnera la dérogation si on a pris tout un ensemble de mesures pour réduire, limiter, compenser l'atteinte. On a inversé totalement le process, c'est de dire que si on peut démontrer qu'on compense, qu'on réduit, qu'on évite, il n'y a pas besoin de dérogation. Sachant quand même que le Conseil d'État, c'est un avis qu'il a rendu le 9 décembre 2022, c'était pour un problème d'éoliennes. Vous aviez tout un ensemble d'ortolans, notamment divers oiseaux qui venaient subir les effets, notamment de barotraumatisme avec les pales d'éoliennes. Le Conseil d'État s'est prononcé en disant finalement dans cet avis que, il n'y en a pas besoin. Dans la mesure où on a prévu notamment de brider les éoliennes à certains moments, les arrêter à certains moments, les brider à d'autres pour pas qu'elles tournent à une certaine vitesse, en se fondant sur l'étude d'impact fournie par le maître d'ouvrage. Le seul qui prévaut, parce que les associations qui attaquent n'ont pas le temps de faire la contre-expertise en tant que telle. Et donc de ce fait, on a un risque de dérive, parce qu'on va considérer qu'il n'y a pas besoin de dérogation. Allons plus loin. Maintenant, c'est la position de la Commission européenne qui est reprise dans la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement. C'est une communication de l'Union européenne dans une communication donc, du 18 mai 2002 sur le plan Repower donc réénergiser l'Union européenne. Je cite la Commission qui est comme gardienne des traités en tant que telle avec la Cour, consistant à dire, c'est à propos du fait qu'il faut réénergiser l'Union européenne, donc la rendre décarbonée et indépendante des hydrocarbures, donc de développer les énergies renouvelables. Elle dit la chose suivante, il y a une reconnaissance par principe que les énergies renouvelables relèvent d'un intérêt public supérieur, ce qui veut donc dire que si par nature, donc par détermination de la loi, c'est un intérêt public supérieur, c'est donc une raison impérative d'intérêt public majeur déjà, alors même qu'on n'a plus besoin de démontrer ce critère. Quel critère essentiel, puisque c'est le critère qui permet d'aller de l'avant pour dire on doit déroger ou pas déroger. Finalement, on est quand même pris par un rapport de proportionnalité, et c'est malheureusement ce qui s'est produit, puisque le projet de loi sur l'accélération de la production d'énergie renouvelable adopté par le Parlement, pour lequel le Conseil constitutionnel saisi déjà depuis une semaine va se prononcer, soit cette semaine, soit en début de semaine prochaine, dit la chose suivante dans le Code de l'énergie. Les projets d'installation de production d'énergie renouvelable au sens du présent code ou de stockage de l'énergie, y compris les ouvrages de raccordement au réseau et de distribution, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur dès lors qu'ils satisfont un certain nombre de conditions. Autrement dit, ils y répondent par nature, donc on n'a plus besoin d'aller rechercher un certain... Alors déjà, le Conseil d'État nous dit, c'était avant que le Conseil d'État se prononce, le Conseil d'État nous dit, désormais, on n'a pas besoin de dérogation si on peut démontrer qu'on a fait de l'évitement, et la loi rajoute qu'un des critères, on n'a plus besoin de l'examiner en tant que tel. D'accord ? Et donc vous voyez comme ceci que vous avez un amenuisement progressif. Le législateur est allé encore plus loin. C'est qu'on pourrait se dire, c'est une atteinte au principe de non-régression, de ce point de vue-là. Et or, ça tombe bien parce que le législateur nous dit, on va pouvoir déroger. Et donc ce sont les arrêtés qui vont autoriser les éoliennes, par exemple, donc actes réglementaires, qui vont pouvoir faire l'objet d'une soumission au principe de non-régression qui est dans le Code de l'environnement. Et le législateur vient nous dire, en rajoutant l'élément suivant, c'est que
ces dérogations-là ne peuvent pas faire l'objet d'un recours fondé sur le principe de non-régression. Moralité, même si c'est une régression, le juge ne peut plus en connaître en tant que tel, parce que le législateur y a mis un frein comme tel. Finalement, 50 ans après, le bilan, c'est que ce n'est plus l'espèce à protéger qu'il faut protéger, mais la protection elle-même. Merci beaucoup.